Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire Simco Consulting consacré à l'automatisation des petits volumes. Et bonjour à Franck Girard qui participe aujourd'hui à notre webinaire, qui est donc en charge du développement commercial de Bois Concept, pardon. Bon concept, oui. Voilà. Bonjour à tous. Bienvenue Franck dans notre webinaire. Franck interviendra donc au titre d'un témoignage d'un des fournisseurs du marché. J'en profite pour rappeler notre indépendance de Simco et des cabinets de conseil en général sur vis-à-vis des fournisseurs du marché. C'est quelque chose qui est important, l'indépendance, l'objectivité, puisque notre objectif, c'est de vous accompagner dans vos réflexions et non pas de vous amener un client ou un fournisseur directement sous réserve d'enjeux financiers. Alors, le programme aujourd'hui, donc comme d'habitude, un challenge, 45 minutes plus un jeu de questions-réponses. On va se poser la question du contexte et de la raison pour laquelle on va essayer de chercher des solutions d'automatisation. On va parler de l'approche, de la démarche, du mode projet qui est capital dans ce type de projet. On va évoquer les solutions du marché, alors en essayant d'être le plus là aussi objectif et complet possible. On parle de petits volumes, hein, donc bien souvent on va mixer la partie manutention et la partie stockage. Ensuite, donc Franck nous présentera donc Boa Concept, et puis donc j'ai le plaisir de lui poser quelques questions pour bien comprendre les solutions que Boa diffuse sur le marché. Et puis donc un jeu de conclusion et de questions-réponses, évidemment, comme d'habitude. N'hésitez pas, vous avez donc le chat à votre disposition. Si vous avez d'ores et déjà ou au fil de la présentation des questions à poser à Franck, on anticipera peut-être cette phase de questions-réponses et on pourra lui poser en live. Franck, j'espère que vous pourrez rester avec nous jusqu'à la fin du webinaire. Jusqu'au bout. Et puis donc, comme d'habitude, puisque vous participez, vous aurez accès à la fois au replay vidéo et au support de présentation qui est assez riche et qu'on va plutôt survoler sur certains slides quand on va parler de solutions, mais que vous pourrez reprendre par la suite à tête reposée. Alors, pourquoi automatiser avant une petite présentation, excusez-moi, de présentation de Simco. Nous, donc, on est cabinet de conseil en logistique supply chain. On vous accompagne notamment sur la partie étude de faisabilité. Vous avez un projet, vous avez un objectif, une évolution à venir sur vos activités donc d'entreposage, d'usine et de distribution. On vous accompagne sur cette étude, donc sur le choix de la solution, et puis ensuite sur la partie mise en œuvre de la solution. On ne vous laissera pas tomber. On traite également la partie système d'information, de la simulation de flux, qui parfois est nécessaire quand on va estimer des besoins et des organisations complexes. On est certifié Calliope sur la formation pour les retours aux fondamentaux également, donc des enjeux logistiques supply chain. Ça, c'est donc une grosse partie intralogistique. Et puis, donc, on a aussi un pavé supply chain avec tout ce qui va être gestion de stock, prévision de demande, puisque idéalement, avant de se poser la question de qu'est-ce qu'on met comme installation logistique, on va se poser la question de qu'est-ce qu'on doit stocker, qu'est-ce qu'on doit conserver ou non dans nos outils. Nous sommes présents sur le marché depuis 1981, un peu plus récemment sur la France, basé à Chalon-sur-Saône, un bureau également à Barcelone, le siège à Milan, et vous avez sous les yeux quelques-uns de nos clients pour lesquels nous avons mené des projets d'études de faisabilité ou de mise en œuvre sur des solutions d'automatisation, notamment de petits groupes. Alors, pourquoi automatiser? On y vient. On a plusieurs aspects qui peuvent nous pousser à automatiser. Le premier, c'est avoir besoin d'optimisation d'espace de stockage parce que à un moment donné, on a une croissance de l'activité, on a une réintégration d'une activité de production, on a une évolution du marché, on va faire du e-commerce, etc. Et on a besoin d'aller optimiser l'espace. Et quand on parle d'automatisation, bien souvent, on va chercher justement cette densification et par rapport à l'utilisation des mètres carrés, mais aussi évidemment de la hauteur.
On va parler d'automatisation parce qu'on se rendra compte qu'on a une cadence, une fréquence de fonctionnement, une productivité qui va être démultipliée grâce à ces systèmes automatisés. Et donc, ça peut permettre de passer des pics d'activité avec le même effectif ou en élargissant des plages de travail, mais ça va faciliter donc le passage au pic d'activité versus l'appel du personnel intérimaire qui est plus ou moins disponible et plus ou moins motivé pour travailler sur nos sites actuellement. Ça peut être de diminuer les temps de préparation, des notions de répondre à des lead time optimisés, à collecter des commandes le plus tard possible vis-à-vis de l'heure de départ des camions et des tournées. Voilà, donc ça permet aussi d'avoir une meilleure activité vis-à-vis du marché. Améliorer les conditions de travail, on a forcément un impact RSE, puisque on verra d'une démarche donc person to goods à une démarche goods to person. C'est la marchandise qui vient en général à l'opérateur quand on automatise ces flux. Et donc c'est un des points aussi sur lesquels on vient nous chercher pour l'automatisation. Et puis ça permet de répondre aussi aux complexités opérationnelles qui sont de plus en plus nombreuses, plus de références, plus de diversité de taille, de coloris, des personnalisations retardées, etc. Donc tout ça permet, tous ces points d'entrée, finalement, cochent la case automatisation et bien souvent, c'est l'un des critères pour lesquels nous allons chercher donc à automatiser les flux. L'approche et la démarche d'automatisation, avant d'entrer dans différentes solutions, en fait, elle doit être celle d'une étude menée avec le maximum de détails, puisqu'on est sur des niveaux d'investissement qui sont assez conséquents, selon les solutions évidemment, parce qu'une fois qu'on a planté notre solution, alors quand je dis planter, fixer au sol notre solution d'automatisation, on va démarrer une activité et contrairement à des options plus manuelles où on s'est trompé dans un calcul, on a besoin d'un carré supplémentaire, de 2 engins, etc. On va avoir la souplesse, alors avec le risque un peu de coactivité. Ici, une fois que le système est installé, c'est pas évident. Alors, ça dépend des systèmes, mais c'est pas évident en général d'aller modifier l'installation. Et donc, on a besoin d'une rigueur dans l'étude, dans l'analyse, de manière à pouvoir aller toucher du doigt le plus facilement possible, j'allais dire, de manière la plus précise, le besoin. Alors, ça va commencer par une étude des flux et des stocks. On va distinguer le besoin de flux, le besoin de stock, parce qu'à un moment donné, la solution ne sera pas la même si on a plus de stock et moins de flux, ou plus de flux et moins de stock. Et donc, on a ce ratio qui va nous emmener peut-être vers des technologies différentes, des solutions différentes. On a une approche petit volume qui fait qu'aujourd'hui, on est plutôt dans du standard, et on va en parler juste après, sur des unités donc de type 400, 600, un quart de palette 80, 120, et ça, c'est quelque chose. Donc, si nos colis font 410 par 610, on va commencer un peu à tiquer par rapport à ça. On n'est plus forcément en petit volume. Alors, attention, on dit petit volume, on peut être aussi sur ce qu'on appelle aussi donc des volumes légers. Attention au poids aussi qui a son importance dans ce type d'activité. L'analyse des données, la cohérence des données, la correction des pics, puisque quand on analyse un historique, forcément, on va essayer de le faire parler sur des images de commande, sur un nombre de références, sur une activité, une redondance, le Pareto, les courbes ABC, les classes de rotation. Et donc, il faut raisonner, quand on parle d'automatisation, il faut raisonner en pic, puisqu'il faut qu'on puisse passer les pics le mieux possible. Alors, il faut qu'on les justifie. Si à un moment donné, dans un historique, on a un pic qui était lié à une raison X ou Y qui est indépendante de l'activité, on va décider de tenir compte ou pas de ce pic. Mais en tout cas, on va pas raisonner en moyenne, parce que si vous raisonnez en moyenne, il y a plus d'un jour sur deux où vous n'allez pas pouvoir assurer la préparation et la journée de travail. On a les besoins, on a les données et on doit savoir où est-ce qu'on va s'installer, quelle est la surface disponible, est-ce qu'on envisage une réorganisation d'un entrepôt interne, est-ce qu'on envisage un nouvel entrepôt, on part d'une page blanche, est-ce qu'on récupère une surface, quelle est
la surface disponible, jusqu'à quelle hauteur est-ce qu'on peut monter. C'est important aussi d'aller optimiser, d'aller maximiser, surtout en ce moment où on parle de raréfaction quand même de mètres carrés disponibles. L'idée, ça peut être aussi d'aller exploiter la hauteur, là où on n'a pas forcément de carré, si ce n'est avec un préparateur de. Ensuite, on a la notion de projection des volumes. On a cet historique, on a ce cadre de référence. Et finalement, c'est quoi demain? Qu'est-ce qu'on va faire? OK, mon patron m'a dit plus 30% dans les 4 ans. Très bien. Mais donc, plus 30% dans les 4 ans. Si on augmente les tarifs de 7% par an, moi, j'ai mis 30%. J'ai pas de volume supplémentaire, j'ai juste un chiffre d'affaires supplémentaire. Donc, on doit aussi savoir de quoi sera fait l'évolution. Est-ce que c'est plutôt des nouvelles références qui vont arriver? Est-ce que c'est la même catégorie d'articles? Si je passe des chaussures robots, est-ce que ma solution va être encore compatible? Est-ce que c'est plus de clients? Est-ce que c'est plus de lignes de commande par client? Donc, est-ce qu'on est dans la même catégorie? Est-ce qu'on va sur du e-commerce? Est-ce qu'on change aussi de la configuration, de la typologie donc des destinataires? Donc, tout ça, ça fait partie de la réflexion qu'on doit avoir, puisque à partir du moment où je démarre mon projet et où j'ai la clé finalement du système dans les mains, il va se passer un certain nombre de mois. Et si quand on démarre l'activité, on est déjà hors jeu, on aura beau avoir fait la meilleure étude possible, on va avoir des problèmes et des difficultés, il va falloir se justifier. Et puis, on doit comparer de manière la plus objective possible les solutions. Et ça, c'est un enjeu fort. L'idée, c'est pas de dire, mon voisin a utilisé telle solution ou un fournisseur m'a fait visiter telle installation, c'est top, je la veux. Alors, c'est possible, hein, il y a de fortes chances qu'elle soit compatible, mais il faut quand même comparer ou avoir un spectre assez large pour comparer donc cette solution. Je vous parlais tout à l'heure des notions de bac. Le standard, c'est devenu quand même petit à petit le 400-600. La majorité des fournisseurs travaillent sur ces dimensions. Donc, on est sur des 600, 400, plusieurs hauteurs disponibles. Alors, attention, selon les solutions, on peut diversifier des hauteurs de bac, d'autres solutions sur lesquelles il faut qu'on choisisse une hauteur et l'intégralité des bacs qu'on va gérer dans la solution seront identiques. On peut substituer le bac par des plateaux si on veut manutentionner des colis par eux-mêmes directement. Donc, on se passe de cette solution bac. Les bacs ont des capacités, donc en fonction des solutions qui sont variables. C'est une notion de point maxi. Donc ça, c'est important aussi de valider qu'est-ce qu'on peut mettre dans le bac et d'avoir cette notion de rapport poids-volume au moment donc, de l'étude et de l'analyse. On peut, puisqu'on a des bacs 100-400, et si on met des toutes petites unités à l'intérieur, on peut avoir des séparateurs en intercalaire donc, qui permettent d'aller mettre plusieurs références par bac. Dans ce cas-là, on parlera également donc, des postes de préparation, des postes d'introduction de la marchandise. Il est conseillé d'aller sécuriser le process avec soit des pics, soit des put to light. Pic to light, c'est la lumière qui vient me dire où je dois positionner le bac, ou la référence, où je dois la prélever pour faire ma préparation. Ça, c'est une petite parenthèse. Et puis, surtout, les bacs doivent être compatibles avec vos solutions. Donc, certains fournisseurs vous font une offre avec les bacs inclus. D'autres vous autorisent à aller chercher des fournisseurs du marché. Par contre, il faut vraiment respecter les préconisations, parce que sur la prise de bac, parce que sur également le fond de bac avec en fonction des produits pour éviter une déformation, c'est nécessaire de respecter de manière très stricte les spécificités techniques de ces bacs. Dans cette approche et dans cette démarche, ça pourrait être un stade de conclusion, mais on doit mettre en place, vous devez mettre en place un mode projet, une équipe projet la plus complète possible, avec une approche extrêmement objective, avec la comparaison de différentes alternatives technologiques, avec une vision de ce qui se fait sur le marché, en gérant correctement votre temps. Sinon, vous risquez un peu de glisser pendant le projet et d'arriver sur un mauvais résultat et au final, de perdre de l'argent. Donc surtout, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un cabinet conseil. Ça, c'était la première page de publicité. Alors maintenant, passons aux solutions, si vous voulez bien, avant de donner la parole donc à
Franck. L'idée, encore une fois, en toute neutralité, objectivité, même s'il y a des images qui peuvent être associées à certains fournisseurs, c'est de passer en revue finalement ces solutions du marché. Et donc, les solutions du marché, on va les catégoriser de la plus traditionnelle. On ne va pas en parler aujourd'hui des plus traditionnelles puisque la thématique, c'est bien l'automatisation dans des petits volumes. Donc, la plus traditionnelle jusqu'à la solution la plus automatisée. Donc, on va essayer de passer en revue ces notions. Tout à l'heure, je parlais du stock et des flux. Donc, c'est quelque chose qui est important et on va avoir des solutions automatisées qui vont aller de ce qu'on appelle du stockage sélectif au stockage densifié, c'est-à-dire que on va pouvoir toucher un maximum de références en simultané en fonction donc des différentes solutions. Et puis, accompagné à ces solutions, donc on a ce qu'on appelle la philosophie opérationnelle, c'est que en mode traditionnel, on est plutôt en ce qu'on appelle man to goods ou person to goods. Hein, donc, les personnes vont à marchandises, c'est un chemin de préparation par vague, en sélectif, multicommande, etc. Où on va évoluer quand on est en système automatisé plutôt vers du goods to man, du goods to person, hein, c'est-à-dire que c'est la marchandise qui arrive au niveau de l'opérateur avec des systèmes de tri possibles, parce que l'automatisation ne s'arrête pas à la préparation, elle peut aller plus loin aussi sur la partie colisage. On n'aura pas le temps d'aborder ce sujet aujourd'hui. Et puis petit à petit, peut-être que Franck nous en parlera, on va sur du goods to robot, c'est-à-dire que c'est plus le préparateur qui va collecter le colis dans le bac qu'on va lui présenter, mais c'est un break picking qui va aller le chercher. Et ça, je pense, Franck, sur le programme, on va en parler tout à l'heure. Tout à fait. On va en parler juste après, ouais. Alors, les charges légères, hein, les petits volumes, hein, donc ça peut être de la caisse carton, ça peut être du conteneur plastique avec ces fameuses dimensions 600-400 qu'on va retrouver, ça peut être d'autres conteneurs. On va essentiellement parler aujourd'hui donc soit de colis, soit donc de plateaux, pardon, pour les autres secteurs d'activité. Il y a des systèmes d'automatisation avec notamment des vêtements sur cintre et autres qui existent. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez un complément d'information à l'issue du webinaire. On peut faire un point spécifique sur d'autres solutions. Malheureusement, en 45 minutes ou en une heure, on doit faire des choix sur ce qu'on vous présente. Alors, une des premières solutions que je vous propose d'aborder, c'est l'étagère mobile. C'est donc un système qui permet d'aller positionner des colis, des pièces dans des étagères qui sont aménagées. Alors voilà, le premier exemple abandonne l'idée du bac 600-400. Et donc l'idée c'est quoi? C'est d'aménager, de stocker nos marchandises dans ces étagères et d'avoir un système de robot. On voit sur l'image de gauche un robot qui va prendre l'étagère par dessous. Donc c'est une tortue, un AMR, qui prend l'étagère par dessous et qui va porter cette étagère au niveau d'un poste de préparation du préparateur et qui lui-même va avoir un aménagement d'une organisation de travail qui va permettre de dire ok, je récupère 1, 2, 3 colis à tel niveau dans l'étagère, à tel emplacement pour les mettre dans un bac qui va constituer une préparation de commande pour un client donné. Et puis donc le temps que l'opérateur se retourne pour positionner sa marchandise dans le bac, le robot aura évacué, sauf s'il y a une deuxième référence à prendre sur l'étagère. Donc le robot va avoir évacué l'étagère, positionné notre étagère, et donc l'opérateur va avoir la consigne de récupérer tel produit pour le mettre dans telle commande, etc. Donc c'est un système qui permet de vraiment densifier les produits, contrairement à un système manuel où quand un opérateur passe dans le stock, il doit pouvoir toucher tout l'ensemble des produits. Ici, tel qu'on peut le voir sur l'illustration centrale, les produits ne sont pas forcément accessibles, ils ne seront accessibles que si on va extraire l'étagère de son emplacement de stockage. Pardon. Les robots ici vont pouvoir circuler sous les étagères, optimiser leur déplacement, et c'est donc le système du fournisseur qui va optimiser la manière dont il présente les robots en fonction donc du portefeuille de commandes qui aura été chargé dans le système.
Un deuxième système ici, donc, qui peut être mixte, qui peut être soit accompagnant de préparateur picking, soit présenter des bacs et avec donc là aussi un système finalement de présentation de. Alors on retourne dans du bac, dans du plateau, peut-être dans du carton. On va aller chercher dans des étagères qui cette fois sont assez hautes, hein, puisque dans l'exemple précédent, les étagères sont au maximum à 2 mètres, hein, donc à hauteur d'homme entre guillemets. Ici, on va pouvoir dissocier, donc on va aller chercher donc et stocker donc des bacs qui peuvent être potentiellement sur de la grande hauteur, et puis les mettre à disposition ensuite, avoir un système qui met à disposition donc ces bacs au niveau de l'opérateur, de manière à pouvoir avoir un univers de travail sans avoir à grimper à l'échelle pour aller chercher les marchandises dans les bacs. On a donc des AMR aussi qui peuvent suivre des opérateurs, hein, c'est-à-dire qu'un opérateur peut faire du picking, alors on est semi-automatisé ici, il peut faire du picking dans une allée, avoir donc cet AMR qui le suit, et puis quand il a fini ses prélèvements, ben, l'AMR emmène le bac peut-être pour être consolidé avec des préparations sur une autre allée et va proposer donc un bac autre à côté. Voilà, donc on est ici sur des structures qui peuvent être mixtes entre manuel et automatisées. Ensuite, on a toute une série de solutions de type carrousel, carrousel vertical, on verra juste après le carrousel horizontal. Donc ici, on est sur des espaces de travail pour le vertical, donc sur une implantation extrêmement minime au sol. On va plutôt avoir tendance à monter dans les niveaux, on va pouvoir casser les dalles de certains bâtiments ou de certains entrepôts pour pouvoir travailler sur 2 niveaux. On peut très bien imaginer donc avoir une réception au niveau 0, gérer des produits semi-finis, des composants pour des chaînes de fabrication ou pour de l'outillage ou autre, où on voit sur le schéma ici que les préparateurs peuvent aller récupérer la marchandise au premier niveau, au deuxième niveau, au troisième, etc., de manière à pouvoir vraiment optimiser et éviter de dire moi je fais tout au niveau 0 et puis ensuite je prends mon charge pour monter mes préparations. Donc là c'est un des avantages de la solution. On est ici sur des solutions qui englobent des produits. On ne pourra pas équiper, si on équipe des entrepôts avec plusieurs carrousels verticaux, on va forcément multiplier le nombre de postes de préparation. Donc on n'est pas tout à fait ici dans du luxe sous personne, hein, puisqu'on va quand même très certainement être obligé de consolider des commandes, même s'il y a des technologies aujourd'hui qui permettent de relier tout ça, mais on va donc avoir des prélèvements spécifiques qui vont peut-être multiplier le nombre de carrousels verticaux pour aller faire une préparation de commandes. Alors, on a la même chose donc avec un type rotatif. Donc là, c'est une technologie qui est un petit peu différente, qui permet donc de minimiser la profondeur, mais qui pour le coup ne permet pas d'avoir plusieurs postes de préparation en simultané ou de prélèvement ou d'introduction de produits au niveau à différents niveaux. Voilà, donc là ici, on densifie encore un petit peu plus l'espace. Le carrousel, celui-ci est horizontal et vertical, donc on va accumuler deux dimensions de mouvement des plateaux. Donc, ce qui veut dire que là, on va pouvoir agrandir la base de l'armoire, avoir ce poste unique de préparation. On reste quand même relativement limité sur le contenu hein, de ce carrousel. Alors, quand je dis on reste limité, encore une fois, étude de faisabilité qui dit quel est le besoin, quelle est la famille de produits qu'on va mettre à l'intérieur de ces systèmes. Et donc, c'est peut-être, si ces solutions existent aujourd'hui, c'est qu'elles répondent à un besoin du marché. Hein, donc, il n'y a pas de critique de ma part, simplement. On va pas aller les chercher quand on va vouloir équiper 5000 m². Donc. Une technologie un petit peu alternative sur ces buffers, donc c'est un vertical buffer. Alors ça, c'est un outil qui peut à la fois donc permettre de stocker et faire la préparation de commandes. Ça peut aussi permettre, donc comme son nom l'indique, vertical buffer, ça peut permettre de dire à un moment donné, j'ai une désynchronisation entre ma préparation de commandes petit volume et ma préparation de commandes sur la palette ou des gros volumes ou du hors gabarit et le tout doit être consolidé à un moment donné pour être mis dans un camion. Et bien, je peux
commencer à anticiper mes préparations sur des petits volumes, colliser ou mettre dans des bacs mes préparations et utiliser ces systèmes-là en termes de buffer, de manière à ce que quand je suis apte à préparer l'intégralité de ma commande, j'ai plus qu'à récupérer le bac qui correspond à la commande pour la compléter avec une préparation palette ou de volume de taille supplémentaire. Nous avons ici une solution que beaucoup de monde connaissent, qui s'appelle le mini-load. C'est le système de transstocker adapté donc au colis, où on peut donc travailler ici soit sur nos fameux bacs, soit donc directement donc au colis. Donc le principe, c'est une grue centrale qui va chercher dans la bonne localisation donc la marchandise en question, qui le pose sur un convoyeur avec tout un réseau qui va permettre donc d'emmener les colis sur des postes de préparation. On peut être ici sur du stockage multiprofondeur, donc on va densifier, on va avoir une bonne densification donc de la surface. On peut monter assez haut avec ces principes mini-load. Par contre, ça exige d'avoir donc un très bon ratio, le meilleur ratio possible entre le flux et le stock, puisque on a donc des grues centrales avec une capacité. Et si on a beaucoup de flux et peu de stock, on va être obligé de multiplier le nombre de grues, de faire des allées très courtes. Et donc, on va aller empiéter un peu sur l'optimisation et sur les retours sur investissement à la filet de cet outil. Ensuite, on a une version donc qui s'appelle la multi-shuttle, où on peut avoir donc ici c'est un système de navettes qui rentre dans des couloirs de stockage, qui va être également prise en charge peut-être par des élévateurs, puisque dans les navettes, il faut aller les positionner au bon niveau en hauteur, et puis ensuite elles rentrent dans le couloir et elles vont récupérer donc des bacs ou des plateaux qui sont stockés dans la structure. Donc, on n'est plus sur une technologie de grue comme tout à l'heure. Une navette peut se retrouver n'importe où dans la structure. Le flux va être assuré par un nombre de navettes qui va être défini au préalable. Donc, on a là aussi une densification qui est plutôt importante. Et donc, avec un système vraiment de navettes qui est l'alternative finalement aux grues de transstocker. On sait faire également de multiprofondeur avec ces systèmes. Je vais assez vite pour pouvoir laisser la parole à Franck et bénéficier de son témoignage. Ici, une solution alors qui s'appelle AutoStore, parce que c'est le fabricant qui a le brevet et qui fait ces solutions-là. On est sur une solution très densifiée, puisque donc là aussi, on est sur du bac 600-400. On remplit des bacs, potentiellement multi-références avec des séparateurs, et on empile des bacs les uns sur les autres avec des systèmes donc de robots qui sont en grille en surface en hauteur, et donc avec des postes de préparation où pour aller chercher un bac, un robot va aller déplacer un bac, deuxième, troisième, récupérer le quatrième bac puisque c'est celui qui m'intéresse, et va le mettre à disposition dans un poste de préparation avec un opérateur. On a une très bonne densification. Le nombre de robots est associé au flux. Donc là aussi, attention à ce ratio stock par rapport à flux. Il ne faut pas avoir non plus un nombre de robots indécent au niveau de la grille. Mais ça, après, le fournisseur est même d'estimer le nombre de robots et dire ça passe ou ça casse. Et donc, c'est des systèmes très modulaires qui peuvent s'adapter aussi si on a besoin d'un passage sous la structure ou d'un approche d'un pont, etc. Donc, la solution s'adapte dès l'instant où on a une planarité sur le dessus de la grille, puisque ce sont des robots qui vont circuler. La contrainte ici, c'est qu'on a besoin d'un espace supplémentaire au-dessus de l'espace de stockage pour notamment la partie maintenance des robots. Autre alternative qui est connue maintenant sur le marché, qui est fournie là aussi, c'est le nom de fournisseur, donc Exotech, où on a donc des systèmes de robots qui, eux, n'ont pas besoin d'élévateurs pour aller dans les stocks, puisqu'ils vont monter directement par les structures de stockage. Donc, ce robot va pouvoir
Donc aller, rentrer dans une allée, monter à la bonne hauteur, récupérer le bac qui va bien pour le redescendre et le mettre à disposition ensuite d'un opérateur. Et donc là aussi, on a une densification, on a malgré tout des allées de circulation pour faire circuler les robots. Là aussi, on peut faire donc de multiprofondeur. Et donc, on a ce système qui est une nouvelle alternative et qui est pas mal développé aujourd'hui, plutôt sur des grosses installations. Franck, je vais vous laisser la parole. J'ai essayé de faire un petit sprint et d'aller à l'essentiel sur les différentes solutions. J'ai peut-être oublié certaines solutions, mais encore une fois, n'hésitez pas. Hein, vous avez le chat et les questions que vous pouvez poser au fur et à mesure si vous pensez ou si vous avez une frustration, si vous pensez que j'ai oublié des solutions. Je vous laisse la parole, Franck. Ce que je vous propose, c'est de nous présenter Boa Concept. Et puis ensuite, je vous ai préparé quelques questions qui pourront venir permettre de comprendre vos solutions. Ah, très bien, Benoît. Merci beaucoup. Et bonjour à tous encore une fois. Quand Benoît a évoqué le sujet de l'automatisation des petits volumes, ça nous a interpellés parce que nous, en tant qu'intégrateurs, on est souvent confronté à cette question de nos clients, mais à partir de quel moment je peux envisager de faire quelque chose? Alors, on est intégrateur, et c'est une question que je vais tenter d'apporter des éléments par notre expérience et par aussi la vision de nos clients. Aujourd'hui, sur nos 170 installations qu'on a faites jusqu'à aujourd'hui et depuis 2012. J'ai pas prévu une grande présentation de Boa. L'idée est vraiment d'échanger plutôt avec vous sur aux thématiques et sur la thématique du jour. En quelques mots, Boa est une entreprise qui a 12 ans d'existence aujourd'hui, qui a été très innovante dès sa création en s'appuyant sur la modularité. Et ça, c'est une des réponses, en fin de compte, à la question du jour. La modularité, d'abord, des convoyeurs. On a sorti une gamme qui est toujours, bien sûr, disponible dans nos catalogues, mais qui permet, en fait, de créer des réseaux de convoyage adaptés à l'activité que vous connaissez, dont vous avez connaissance. Et cette modularité va permettre, au fil du temps, de vous accompagner selon l'évolution de votre business. Et comment on fait ça? Tout simplement en intégrant le pilotage de tous les modules de convoyage à l'intérieur des systèmes, et ce qui évite d'avoir du câblage, des armoires d'automates dans tous les sens, comme on trouvait encore il y a une vingtaine d'années, et qu'on trouve encore aujourd'hui d'ailleurs, et qui vous permet de reconfigurer votre réseau de convoyage comme des briques de Lego, et de l'adapter à votre besoin. Adapter à votre besoin en termes de flux, adapter à votre besoin aussi en termes de fonction. Donc ça, c'est le premier produit Boa. Et puis, au fil du temps, l'entreprise est rentrée en bourse. On a également acquis des partenaires qui sont spécialisés robotique, d'autres qui sont spécialisés sur du convoyage un petit peu différent, mais qui c'est très complémentaire à nos solutions. Et puis, on a aussi développé des solutions de stockage automatisé. En termes de terrain de jeu, historiquement, bien sûr, la France. Et puis, on a poussé les portes, comme on dit, pour aller sur un terrain européen jusqu'en Pologne, Italie, Pays-Bas, Allemagne, Belgique, etc. Et puis, aujourd'hui, on est en train aussi de franchir une étape supplémentaire puisque on s'oriente vers le Canada. Donc voilà, le terrain de jeu de Boa, c'est celui-ci. Nous sommes 120, on est basé à Saint-Étienne, entreprise 100% française, toujours détenue par nos fondateurs, Jean-Michel Racle et Chantal Ledoux, et qui a ce leitmotiv dans tout ce qu'on fait, c'est la flexibilité et la modularité. Je vais rentrer un peu plus dans les solutions, mais vous allez voir qu'il y a 3 grandes familles. Ça, ce sont des produits développés par Boa, avec la même philosophie, la flexibilité et la modularité. Donc, je vous ai parlé le produit Plug and Carry, qui est chez nous le produit d'origine, on va dire, le convoyage. On a développé aussi le Plug and Store.
Donc là, on est sur du système de stockage automatisé type ASRS. Et Benoît en a parlé dans sa présentation. Hein, donc là, on est sur la famille des shuttles. Donc, ce qui permet de densifier le stock et de travailler sur de la préparation de goods to person. C'est une famille de produits qui est intéressante quand on parle de petits volumes, mais à l'origine, ces systèmes-là, de manière générique, sont conçus pour la haute cadence. Haute densification et haute cadence. On va pouvoir parler d'une allée qui peut traiter aller jusque 1000 bacs par heure. Alors 1000 bacs par heure, tout le monde n'a pas besoin de faire ça au quotidien dans son activité, hein, quand on parle de petits volumes. C'est pour ça que nous, on a pris le contre-pied en développant un plug and store, donc un système shuttle, qui a vocation déjà à être beaucoup plus accessible en termes de prix. Une allée standard, c'est 1 million d'euros quand on parle de haute cadence. Nous, on est bien inférieur à ça, mais on est aussi inférieur en puissance. Évidemment, il faut qu'il y ait une contrepartie. Donc on est moins cher, mais on a moins de puissance. Parce qu'on veut adresser justement des activités qui sont éligibles au système de stockage densifié, qui ont besoin de ça, parce que recherche de place, comme on l'a dit, recherche de densification, recherche de confort et d'ergonomie sur les opérations de picking. Donc la solution on va dire goods to person, elle est éligible à votre activité, mais vous n'avez ni la cadence qui justifie d'avoir une bête de course, et ni forcément les capex qui sont disponibles au moment où vous souhaitez le faire pour investir dans une telle solution. Donc nous, on a développé notre solution dans ce sens-là. Moins puissante, moins chère, plus accessible, mais tout à fait évolutive. C'est-à-dire qu'on va pouvoir la faire évoluer avec vous au fil du temps et en fonction de vos besoins. Et ce qui permet de se dire au final, est-ce que j'attends que tous les feux soient ouverts pour faire quelque chose? Est-ce que j'attends que tous les feux soient ouverts pour investir, pour moderniser mon activité? À ce moment-là, on peut attendre parfois longtemps. Ou est-ce que je peux quand même me lancer, démarrer, dimensionner quelque chose, travailler sur un process en particulier avec le business que je connais aujourd'hui. Et ensuite seulement, par la modularité et la flexibilité des systèmes, et nous, on est capable de vous accompagner au fil du temps. Et je pourrais prendre des dizaines d'exemples de nos clients qui sont venus nous voir en disant, voilà, moi j'ai une activité e-commerce qui marche bien, je fais 20% par an, mais bon, il y a une forme évidemment d'incertitude. On l'a vécu il n'y a pas si longtemps que ça avec le Covid. Est-ce que je me lance ou est-ce que je ne me lance pas? Nous, notre conseil, évidemment, c'est de dire, vous pouvez travailler, et c'est ce qu'il faut, je pense, avoir en tête, c'est de travailler sur des process, éviter d'aller vouloir à tout prix automatiser sa chaîne logistique, donc de travailler sur les process les plus peut-être chronophages ou les plus sensibles, et puis de prévoir dès le départ l'évolution des solutions avec des compléments à la fois sur la capacité en flux par heure par exemple, ou capacité de stockage, ou aussi sur les fonctions qu'on souhaite éventuellement ajouter dans la ligne. D'accord? Troisième famille, on en a parlé aussi en introduction, c'est la famille robotique. Aujourd'hui, toute la partie robotique qu'on connaît très bien dans l'industrie depuis presque 100 ans maintenant, a du mal à apparaître en logistique pour plusieurs raisons. La première étant le coût d'accès des solutions robotisées, qui restaient jusqu'ici relativement chères et donc difficilement accessibles quand on parle de petits volumes. Deuxième raison pourquoi on la trouve pas encore beaucoup, de manière en tout cas très répandue, c'est parce que la technologie n'était pas au rendez-vous et n'était pas capable de fiablement prendre le relais sur toute ou partie d'un process. Donc nous, on a développé des solutions robotisées qui travaillent sur deux axes, c'est tout. C'est le picking et la palettisation. Ce sont des opérations de base en entrepôt et on a développé deux solutions qui permettent de répondre à ça et qui sont avec des budgets d'accès qui sont compatibles avec la logistique et deux qui sont fiables et qui permettent de travailler de manière sereine et de traiter une très très grande partie aujourd'hui des produits qu'on trouve en entrepôt, donc que ce soit de la PGC, du textile, de la cosmétique, de la pharma, voilà, les produits, je dirais, assez classiques.
Donc ça, c'est les trois grandes familles. Alors, je l'ai dit au départ, on est intégrateur, ça veut dire qu'aussi on intègre des éléments de nos partenaires pour venir compléter une solution complète qui sera toujours sur mesure et toujours vraiment adaptée à la solution que vous souhaitez faire. Donc là, voilà, c'est un petit dessin pour que vous ayez en tête l'étendue du process depuis le chargement, déchargement, passant par le stockage, les solutions de picking en tout genre, j'ai envie de dire. Pas forcément d'ailleurs toujours très automatisées, mais en tout cas assistées. Et puis des solutions plus complexes avec des AMR, de la robotique et des solutions d'ailleurs de fermeture, packing, contrôle par la vision. Bon voilà, sans m'étendre davantage sur ça, nous vraiment le conseil qu'on peut vous apporter avec l'expérience, encore une fois, et le retour de nos clients, c'est d'avoir une approche pragmatique et de dire mes volumes aujourd'hui sont petits, mais on a tous vocation à vouloir davantage faire de chiffre d'affaires ou de volume dans le temps. Donc c'est d'adapter les process et en les travaillant un par un. Ne pas vouloir aussi automatiser 100%. C'est souvent les 5 derniers pourcents qui vont vous coûter très cher. Donc, il vaut mieux sélectionner une gamme de produits, une gamme d'articles dans votre base article et d'aller travailler plus finement celle-ci en sélectionnant une partie. On prenait l'exemple des robots. Les robots sont intéressants parce qu'on se dit, un robot, il va faire tout le travail. Eh bien non, il fera pas tout le travail. Il fera sans doute une bonne partie, et c'est ça qu'on va essayer évidemment de viser. Mais si on veut faire 100% d'un picking au robot, probablement que le robot sera beaucoup plus coûteux, beaucoup plus complexe, à la fois en études et aussi complexe en utilisation. Donc on va plutôt aller chercher une gamme de produits dans votre référentiel qui s'adapte bien au robot de picking et puis qui peut-être fera 50, 60%, 70%, mais qui vous permettra de travailler sereinement. Sur la partie stockage, pareil, le conseil pour nous, mais je pense que Benoît pourra compléter éventuellement ça ou acquiescer, je ne sais pas, mais plutôt aller chercher à mettre les articles qui ont une rotation judicieuse dans un système automatisé plutôt que de chercher à tout mettre dans un système. Parce que probablement vous allez surinvestir en capex de stockage, donc votre capacité de stockage, elle sera trop élevé, on va dire, soit vous allez surinvestir en puissance. Donc, le nombre de robots, le nombre d'allées, le nombre d'élévateurs qui vous permettent de traiter votre flux quotidien. Donc plutôt, voilà, avoir cette analyse-là, donc l'analyse des data, on l'a rappelé, elle est importante, et ça vous permet de faire les bons choix et de ne pas surinvestir ou de sous-investir. Parce que c'est ça le risque au final. Quand on parle de petits volumes, on a tendance à se dire, moi, j'ai pas vocation à créer une cathédrale logistique, hein, comme des grands acteurs du e-commerce, notamment ou des retailers, hein, qui l'ont fait par ailleurs et qui le feront toujours. Pour autant, les petits volumes permettent aujourd'hui, la technologie permet d'accéder à ça. Parce que vous allez pouvoir sélectionner, vous allez pouvoir dimensionner des installations qui sont en correspondance avec votre besoin. Et là, aujourd'hui, les prix, les budgets qui sont associés à ça permettent d'aller creuser ce type de solution, alors que c'était pas forcément vrai il y a encore une bonne dizaine ou quinzaine d'années. Voilà pour faire un petit panel et un petit rétexte de ce qu'on a nous au quotidien chez BOA. Est-ce que peut-être il y a des questions aussi qui permettraient de vous éclairer un peu davantage? Alors, moi, j'en ai, Franck, des questions que j'avais préparées, mais finalement, vous avez répondu quasiment à toutes en l'introduction. Merci. Alors, j'en ai une on va aller un peu dans le désordre. J'en ai une qui est apparue sur la plateforme, hein. Combien avez-vous d'installations mises en place avec le robot de picking robotique? Et est-ce que ce type d'automatisation de picking se développe beaucoup à vitesse grand V, ou est-ce que c'est plutôt à l'avenir finalement? Parce que c'est vrai que c'est un des sujets que je voulais aborder avec vous, hein, sur cette notion. Ouais. Effectivement, on est au début, hein, donc on compte pas les installations de robots par centaines, ça c'est clair. Par contre, la demande, je peux vous assurer qu'elle est extra forte et
à l'exponentielle. À l'exponentielle. Quand on travaille sur le robot de palettisation, on est simplement dans la suite logique du filmage automatique. Je pense que la plupart des acteurs logistiques ont fait l'exercice de filmer une palette en automatique. Il n'y a pas plus ingrat. Vous avez sans doute peut-être essayé de palettiser vous-même des colis sur des palettes. Hein, c'est ce qui se fait tous les jours. C'est très ingrat et il n'y a personne qui a envie de faire ça toute sa vie. Et encore moins, même sur des postes intérimaires. Je veux dire, ce sont des tâches qui restent très pénibles. Et donc, aujourd'hui, la plupart des entreprises sont dans une démarche d'amélioration de l'ergonomie, des TMS et on va dire du RSE de manière générale. La technologie permet de le faire parce que un robot de palettisation, aujourd'hui, vous pouvez mettre en place une solution entre 110 et 150 000 euros. Ça fonctionne. Donc, ça reste tout à fait intégrable dans une logistique moderne. Et je vous disais, donc on est sur la suite du filmage. La partie robotique, robotique de picking, pardon, elle est un petit peu plus complexe. Euh, elle est collaborative parce qu'aujourd'hui on utilise des robots capables de travailler dans un environnement humain sans pour autant être complètement enfermés dans des cages. Alors les deux existent, hein, ça dépend des cadences, mais le collaboratif permet d'avoir cette mixité et donc de travailler du poste manuel et du poste robotique. Bon, sur les installations, parce que la question était sur le nombre, on est sur des installations qui sont, on va dire, autour de 3, 4, 5 installations qui sont en études, qui sont soit en test, en POC, parce que on fait beaucoup de tests, bien sûr, avant de se lancer. Donc, on va tester avec vos produits, on les ramène chez nous, vous venez également avec, et on fait les tests. Et puis, on adapte et on ajuste, et puis ensuite, on voit si c'est intéressant ou pas. Donc, il y a beaucoup de POC qui sont faits, mais il y a vraiment une croissance exponentielle sur la demande. Est-ce que ce robot, tout à l'heure, vous parliez de système qui pouvait aller récupérer ou présenter jusqu'à 1000 bacs par heure et par allée. Euh, donc on sent bien le bottleneck, hein, le goulet de tremblement, parce que tous ces robots arrivent vers des opérateurs à un moment donné. Ces bras de picking aujourd'hui permettent euh, d'obtenir quelle cadence finalement? Est-ce que c'est lié plutôt à la configuration des produits? Est-ce qu'il y a des poids maximum? Quelles sont finalement les contraintes de ce bras de picking? Ouais. Je parle de picking, un bras de palettisation. Alors, sur le bras de palettisation ou du robot de picking? Picking, robot de picking. Au picking. Alors, le picking, le robot, aujourd'hui, nous, on fabrique pas de robots. On va chercher des robots qui sont adaptés à la problématique. Donc, on a aujourd'hui des très bons fabricants de robots hein, sur la planète. Donc, on prend le robot qui nous intéresse et ça, en fonction, bien sûr, du poids des produits et de la cadence recherchée. Ensuite, on va adapter les préhenseurs. Le préhenseur, c'est vraiment la partie qui va permettre au robot de prendre et de redéposer une pièce à un endroit différent. Donc là, il y a pareil des solutions différentes, soit des pinces, des ventouses. Tout ça, on va adapter en fonction, encore une fois, du produit. Donc là, vous avez affaire à mécaniquement quelque chose de relativement simple. Là où c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, nous, on rajoute de la vision. D'accord. Et cette vision-là, donc ce sont des caméras de haute technologie hein, qui permettent au robot en fait d'avoir une visu de son entourage. Donc, on va pouvoir, sans savoir à l'avance ce qui arrive, identifier la position des pièces et les prendre. Et puis après, la couche soft qui vient s'ajouter dessus, qui permet on va dire, de fluidifier tout ça. Donc, quand vous mariez les systèmes entre eux, vous allez pouvoir avoir des postes, des stations de picking indépendantes qui peuvent avoir des cadences très élevées. Très élevées, c'est quoi Ça peut. Alors, c'est toujours difficile de donner des chiffres à ce niveau-là parce que tout dépend évidemment des produits que vous manipulez. Si vous manipulez du textile, c'est possible, on peut manipuler du textile sans problème, mais évidemment, le produit est un peu plus délicat que si vous êtes sur une simple boîte de médicaments, où là, tout le monde sait prélever une boîte de médicaments. Aujourd'hui, avec une ventouse, ça marche très bien. Et alors, à ce moment-là, vous allez atteindre des cadences très élevées, mais on est entre 300, 400, 500, 600 pièces par heure. Ce sont des choses qui sont tout à fait envisageables et encore une fois, sous réserve de la capacité de préhension du robot. Mais nous, on préfère aller chercher des cadences qui ne sont pas trop élevées et garantir un fonctionnement. Plutôt d'aller chercher à avoir des cadences qui sont peut-être en lien direct avec les hautes cadences d'un shuttle à 1000 à l'heure,
final, moi, non, 1000 à l'heure, ça m'intéresse pas, puisque si j'en mets 20% à côté, vous voyez, ou alors si mon produit est tellement cher qu'en en fin de compte, vous ne pourrez pas l'intégrer dans vos activités logistiques parce que ultra complexe. C'est une explication pourquoi on est au début, hein, et que vous n'avez pas encore des robots partout dans les entrepôts, hein. Voilà. Donc, allons chercher plutôt la cadence qui soit la plus juste, qui permette d'avoir un gain, mais sans chercher à complexifier votre système, parce que ça le rendrait soit inintégrable financièrement parlant, et inintégrable au niveau opérationnel de maintenance, par exemple. Alors, très bien, merci Franck. Alors, j'étais en train en parallèle de lire les questions qui tombent sur la plateforme. J'en ai une qui alors qui est pas spécifiquement pour Boa, hein, mais on peut répondre collectivement si ça vous va. En termes de logistique interne, quel type d'options existe-t-il pour une organisation évolutive? Je pense aux AGV, mais il existe aussi sans doute d'autres solutions. Donc là, je vais commencer, puis je vous laisse compléter si vous voulez bien. On va bien sûr distinguer la partie stock et la partie plutôt manutention, flux, hein, puisque encore une fois, c'est quelque chose qui est capital. Euh, on a des solutions qui sont évolutives au sens où j'ai une structure, j'ai un stock et je dois passer pendant 2 mois dans l'année parce que Black Friday, parce que Noël, etc. Des volumes supplémentaires. Mon stock me le permet. Il y a des systèmes avec les systèmes donc avec des navettes permettent de ramener de la navette complémentaire pour assurer plus de flux et de ne pas payer toute l'année des navettes des shuttles qui vont rester prendre la poussière et finalement ne pas être utilisées pendant une certaine période. On a des solutions qui sont évolutives aussi, au sens où j'ai une structure de stockage, je suis en mesure de la compléter et de l'indexer, de la connecter avec déjà des convoyeurs et des postes de préparation existants, où j'ai des structures qui permettent déjà d'anticiper le stock et j'allais dire, préconfigurer un poste de préparation qui n'est pas en service, sur lequel j'ai pas investi au départ et sur lequel je suis capable d'aller investir derrière. Et en fonction donc des solutions, alors mis à part, j'allais dire bien sûr les armoires verticales, hein, rotatives, etc., qui existent déjà quand même depuis quelques années. Euh, oui, il y a des solutions qui sont évolutives et qui permettent de dire, oui, j'ai difficilement ma vision sur mon business sur les 5, 8, 10 prochaines années, mais je peux déjà investir pour mes 3 ou 4 prochaines années et puis ensuite, effectivement, remettre des blocs à côté. Et je pense que Franck, vous n'allez pas me contredire sur le sujet. Non, effectivement, c'est même la clé, hein. Nous, on a énormément de clients qui ont commencé avec des installations de bois, ils avaient 15-20 mètres de convoyeur, et puis tous les ans, ils ont ajouté des fonctions, de la capacité, soit stockage, soit fonction de tri, fonction prise de photos, table de packing, etc. Donc c'est vraiment cette modularité qui doit être le leitmotiv quand vous commencez un projet, c'est de dire comment je vais pouvoir aller plus loin. Après, on parlait des AMR là dans la question, je crois. L'AMR, au final, c'est un nouvel outil. Mais vous pouvez très bien mixer du convoyage traditionnel avec de l'AMR, et puis tout ça se marie très bien aujourd'hui. Et vous n'êtes pas obligé de partir sur quelque chose qui est complètement soit l'un ou soit l'autre. Euh, parce que les AMR ont un intérêt si on a si on veut déplacer avec une intelligence quelque part, hein. Mais si vous voulez juste faire du point A à point B, un bout de convoyeur, ça marche très bien aussi et c'est beaucoup moins cher. Donc voilà, le petit volume aujourd'hui a la chance d'avoir un grand nombre de solutions accessibles et flexibles, ce qui n'était pas forcément vrai il y a encore quelques années. Alors, ce qui rejoint une question alors sur un de vos confrères du marché, puisqu'on me pose la question et on va le citer, hein, avez-vous déjà étudié la solution Movu et Scala? Alors, c'est plutôt une question qui me concerne. La réponse est oui. Voilà, donc c'est effectivement un des systèmes que j'ai pas présenté malheureusement dans le panel. On est sur du stockage très densifié, hein, puisqu'on peut aller de mémoire jusqu'à 5 bacs en termes de profondeur, avec une notion, j'allais dire,
de manutention des mouvements des bacs à l'intérieur de la structure qui est un petit peu spécifique par rapport à ce qu'on peut voir habituellement, hein, puisqu'on a donc un système donc sur le côté de la structure qui permet donc de modifier, d'emmener des bacs en hauteur et de les ramener à la hauteur de la préparation. Donc la réponse est oui. Et effectivement, c'est un des fournisseurs qui arrive aujourd'hui sur le marché. Hein, donc la marque Movu est relativement récente, mais avec une vraie volonté d'amener des solutions alternatives d'automatisation aussi sur le marché. J'ai une autre question, Franck. La mutualisation des flux n'est-elle pas également une solution? Bois le propose-t-il, permis par une gestion de WCS des solutions? Voilà. Alors, mutualisation des flux. Ouais, la mutualisation des flux. Alors oui, alors il y a deux questions parce qu'il y a la partie pilotage et c'est un point qui est important quand on fait de l'automatisation, c'est quel est le système qui va gérer l'ensemble et qui va communiquer avec un ERP, qui va communiquer avec un WMS. La couche de pilotage, elle est primordiale. La mutualisation des flux derrière, elle est intéressante parce que vous allez aussi pouvoir marier différentes origines de préparation, par exemple, pour les consolider, pour refaire des commandes clients spécifiques. Qu'on soit sur du e-commerce ou qu'on soit sur du retail, on va dire plutôt B2B ou chaîne de magasins, on aura souvent à faire ce type d'opération effectivement et le pilotage informatique est souvent, c'est la clé pour réussir à le faire. Voilà, donc la personne précise, hein, elle reformule. La mutualisation des flux dans une solution stockage picking multi-client n'est-elle pas également une solution améliorant le ROI? Donc effectivement, hein, la réponse est adaptée. Cette notion de multi-client est capitale et aujourd'hui d'ailleurs dans l'évolution des installations, on voit que les prestataires logistiques notamment ont franchi le cap de l'automatisation. Hein. C'était un petit peu délicat au départ pour eux parce que on doit maîtriser, on a cette contrainte des notions de volume, de rapport poids-volume, de poids, etc. Et donc ils sont allés et donc proposent ces solutions Ouais. multi-clients. Mais la mutualisation chez les prestataires logistiques. Ah pardon, excusez-moi. Vas-y, allez-y. Ce que je voulais ajouter, la mutualisation des clients dans un même système, elle a toujours été possible. Par contre, souvent, les clients, alors je viens du monde de la prestation, donc je connais un petit peu le sujet, mais souvent les clients ne souhaitent pas l'avoir parce que risque de mélange ou peut-être que l'espace informatique était moins performant. Chez les prestataires logistiques, la mécanisation arrive à grands pas. Pourquoi? Parce que vous avez aussi des points d'entrée financiers qui sont plus intéressants. Alors parce que tout simplement c'est lié à la durée du contrat. Hein. Un contrat prestataire c'est 3 ans en moyenne. Et si vous arrivez à faire du 6 ans ou du 9 ans calé sur les baux de vos bâtiments, là on commence un petit peu à parler mécanisation. Mais de plus en plus aujourd'hui, on peut aller même sur des contrats courts de prestations logistiques sur des solutions automatisées parce que elles sont plus accessibles et encore une fois vous n'avez pas besoin de dimensionner votre système pour dans 10 ans. Juste déjà avec l'activité que vous connaissez, c'est faisable. Alors, on parle de quelque part de ROI, hein, puisqu'on vient de nous en parler à travers la mutualisation. Moi, j'ai une question hein, qui est quid du ROI? Comment parvenez-vous à convaincre un client d'investir? Alors, pareil, je vais répondre à vous, Franck, si vous voulez bien, avec ma neutralité et mon objectivité. Quand on accompagne les clients, on commence, hein, c'est vraiment, et vous aurez la présentation et vous pourrez revoir les premiers slides, on analyse vraiment le besoin, le contexte, le périmètre. Comme disait Franck tout à l'heure, tout n'est pas automatisable ou même quand bien même la configuration physique des produits est automatisable. Si vous avez des produits à très très forte rotation, vous n'aurez rien de plus performant que d'avoir 3 palettes en picking et de prélever ces produits, puis ensuite de les consolider peut-être avec d'autres produits derrière. L'idée c'est pas de pousser nos clients vers l'automatisation, c'est de comprendre si l'automatisation apporte quelque chose, apporte un plus dans leur organisation. Et donc, on va, nous, chez Simco, faire des études de faisabilité, on va comparer des solutions les plus manuelles jusqu'aux plus automatisées avec les solutions intermédiaires.
Et donc, le ROI, il peut s'obtenir parce que à un moment donné, on va pouvoir soit on a du mal à trouver des effectifs et donc on va plutôt diminuer la charge OPEX annuelle puisque on va améliorer quand même avec ce coût de sous-personne, on va améliorer la productivité et la faisabilité des commandes. On peut avoir des investissements qui vont pas forcément chercher le ROI mais qui sont sous contrainte parce que on a une contrainte de surface et on n'a pas le choix que de densifier le stock. Et quand on fait des petites allées, il va falloir aller chercher des opérateurs très fins pour faire la préparation, donc ça c'est pas concevable non plus. Et on a donc un ensemble d'éléments où on va comparer des solutions, on va projeter des courbes sur les 10 prochaines années en disant voilà, si on reste sur cette telle solution, voilà combien on va dépenser au global en euros cumulés entre l'investissement de départ et les coûts d'opération annuels, qui inclut la maintenance, qui inclut l'interfaçage, parce que on a très peu parlé de systèmes d'information, mais évidemment, il faut interfacer ça avec des systèmes d'information. Et donc, on va comparer. Et finalement, l'idée, pour nous, c'est pas de convaincre les clients d'investir, mais c'est de les convaincre que la solution X qu'on leur propose est celle qui va le mieux convenir à leur configuration. J'imagine, Franck, que vous avez des clients sur lesquels vous dites, non, on a fait l'étude et l'automatisation ne vous apporte pas forcément ce que vous attendez ou ce que vous pouvez espérer. Oui, bien sûr, il y a ce sujet ROI est toujours à un moment donné apparaît sur la discussion, mais nous c'est pas notre première préoccupation parce que c'est compliqué déjà de définir clairement un ROI si on s'attarde que sur la partie financière du budget en bas de page. Évidemment, c'est très facile. Par contre, on a du mal toujours, même en tant que client, hein, de prendre tous les avantages qui sont inhérents à la solution automatisée ou qui vont permettre en tout cas de moderniser les opérations. Et tout ce qu'on voit sur l'ergonomie, la fidélisation de nos salariés, les coûts de maintenance, il faut bien en prendre compte parce qu'il y a parfois des solutions qui sont très coûteuses en maintenance et qui au final vont plomber vos OPEX. Mais au-delà de ça, j'ai envie de dire, la logistique de demain, elle a pas le choix. Elle a forcément vocation à s'orienter sur la technologie. C'est ce qu'on a fait en industrie il y a 50 ans. Là, on est en train de le faire depuis 10, 15, 20 ans en logistique en Europe et partout dans le monde. D'ailleurs, on n'est pas du tout les premiers à avoir lancé cette tendance-là. Donc, le ROI est un point important, mais il en va aussi de la crédibilité des opérations logistiques, peu importe votre secteur. Et de votre réputation, si vous forcez quelque part la main sur un système automatisé et qu'à l'issue, le client n'est pas satisfait, il n'arrive pas à servir ses propres clients, j'imagine. C'est ça. Ouais. Alors, j'ai encore une question et l'heure tourne et malheureusement, on va être obligé de se quitter. Et je pense qu'on a la réponse sous les yeux. Vous avez très certainement l'écran sur l'intégrateur de solutions globales de Boa Concept. La question est, je la retrouve, elle est là. Est-ce que Boa intègre d'autres technologies que celles de Boa lorsque cela est nécessaire? Les équipements Boa sont-ils également intégrés par d'autres entreprises? Une partie qu'on a Oui, mal à... alors c'est une bonne question. Effectivement, en tant qu'intégrateur, on a des solutions qui sont mises en place dans nos installations et qui ne sont pas les nôtres. Je peux prendre des exemples, par exemple, sur des machines de fermeture de carton avec des solutions de réduction de hauteur, des formages de caisses automatiques, de lecture un peu spécifiques. Quand on a des codes barres complexes, on utilise des lecteurs adaptés, et ce ne sont pas nos lecteurs, mais c'est bien des lecteurs qui sont intégrés. Les systèmes de déchargement de conteneurs, par exemple, ce sont des choses aussi que nous ne fabriquons pas, mais qu'on intègre dans nos solutions. Donc oui, on est tout à fait ouvert à ça. Et puis, deuxième partie de la question, c'est oui aussi, on est en mesure de pouvoir proposer nos solutions et de les faire intégrer par d'autres. Alors ça, c'est plutôt sur un périmètre, on va dire, extra-français, où ça peut arriver plus fréquemment que sur le périmètre français.
Merci Franck. Alors, l'heure tourne, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc, je vous propose une petite conclusion et derrière, alors, relayer, voir s'il y a encore des questions qui peuvent arriver. La conclusion, donc, on rejoint peut-être finalement une des dernières questions qu'on a eues. Voilà, parce que investir dans un système d'automatisation, alors que ce soit petit volume ou palette ou autre, hein, nécessite forcément un enjeu financier. Il y a une enveloppe d'investissement sur lequel vous allez convaincre un investisseur, actionnaire, banquier, etc., de vous accompagner. Euh, et on n'a pas le droit à l'erreur. Euh, Pourquoi? Parce que voilà, on voit ce petit pavé délai, qualité, réputation de l'entreprise. Si du jour au lendemain vous investissez, vous mettez un système en place et qu'on n'est pas capable de sortir des produits ou on n'est pas capable de respecter ces délais, etc., bah forcément, c'est un peu votre réputation qui en découle et les enjeux de l'entreprise. Euh, et donc, aujourd'hui, on a des nombreuses technologies, on a une démocratisation aussi de l'offre, on a des coûts des opérateurs qui permettent d'avoir des coûts intéressants d'investissement. Voilà, mais le projet doit être bien préparé, il doit être argumenté, il doit être vérifié, c'est important de s'assurer qu'on ne va pas dans le mur. Il doit être objectif. Et puis donc il doit être suivi. C'est quoi effectivement on va générer de la frustration, de l'insatisfaction, et puis on a quand même aussi une responsabilité d'avoir emmené une entreprise vers une solution qui n'est pas la bonne. Et voilà, d'où l'idée d'avoir vraiment une étude euh, très complète, très fiable, vérifiée, avec une vision élargie, avec des expériences de cas. Et ça va peut-être pas plaire à Franck, mais j'ai tendance à vous dire, bah, faites-vous accompagner par un cabinet de conseil tel que Simco qui permet d'aller d'aller comparer différentes technologies entre elles, qui permet peut-être de dire, ben non, il n'y a pas de solution jouable sur la partie automatisation, ou une petite partie, euh, et donc qui évite aussi d'avoir une relation face à face avec un fournisseur qui, de toute façon, va vous dire, c'est ma solution la meilleure. Je ne sais pas, Franck, si vous souhaitez réagir à cette. Non, mais bien sûr. Mais en plus, bah, nous, on a le même discours, c'est-à-dire que on préfère qu'un client vienne nous voir parce que un cabinet l'a orienté vers nous, et on est très content quand c'est le cas. On est aussi très à l'aise avec ces sujets en disant, bah nous, nos solutions, on pense pas que ça soit la meilleure pour vous. Par contre, on saura aussi vous indiquer euh, des, euh, des confrères qui ont peut-être la solution la plus adaptée. Et ça, on sait le faire sans problème. On sait aussi travailler avec différentes technologies. C'est notre rôle d'intégrateur, encore une fois. Et on peut très bien avoir de l'autostore et du système BOA concept derrière pour traiter l'amont et l'aval de la solution autostore. Et tout ça se fait d'une manière pertinente. Euh, Moi, je pense que c'est ça la clé, en fin de compte. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une solution qui fait l'ensemble du marché? Ben non, évidemment, ça n'existe pas. Par contre, il y a plein de solutions possibles. On peut les marier. Et ça c'est la technologie IT aussi, hein, qui permet de piloter tout ça derrière. Donc, parce que si on en revient à notre sujet des petits volumes, aujourd'hui, euh, la technologie permet ça, permet de travailler sur aussi des petits volumes. Alors que avant, c'était encore une fois réservé aux cathédrales logistiques et donc des très très grosses activités qui pouvaient se permettre d'investir 50, 70, 100 millions d'euros sans problème. Évidemment, ça reste inaccessible pour beaucoup beaucoup d'activités. Donc oui, on a aucune contrainte à travailler avec d'autres partenaires. Très bien. Et surtout, il y a une phrase qui est importante, hein, n'oubliez pas d'anticiper la phase de transition parce que bah, pendant les travaux, la vente continue et ça, c'est bien connu. Voilà, alors j'ai entre-temps regardé, donc il n'y a plus de questions, elles ont toutes été posées à l'issue de votre intervention. Alors Franck, merci beaucoup pour votre participation. Je pense, au vu du nombre de participants, qu'elle était riche et intéressante. On a quelques questions, entre guillemets, de remerciements pour euh, ce webinaire. Vous avez mes coordonnées sous les yeux si vous avez besoin de compléments, d'informations, si il faut creuser telle ou telle solution, ou s'il faut
discuter de tel ou tel projet, n'hésitez pas, contactez-nous. Si vous voulez contacter Franck, n'hésitez pas, pareil, je vous mettrai volontiers en relation. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci encore Franck. Un mot de conclusion peut-être? Eh ben, merci de l'échange. C'est toujours très sympathique de pouvoir répondre aux questions et sur des thématiques qui sont particulièrement complexes. Je le conçois très bien. Bon, voilà, notre métier, c'est de pouvoir tenter d'apporter des réponses. Et merci Benoît de l'invitation à échanger sur ces thématiques fortes. C'est toujours un plaisir. Merci Franck. À très bientôt. Merci à tous. À très bientôt pour le prochain webinaire ou l'occasion d'un projet. Merci. Au revoir. Au revoir.